accéder à notre plaidoyer. Oui, vous avez bien entendu. Excellencia devient un programme national. Le gouvernement a dit oui à l'excellence, oui à vos efforts, oui à votre avenir. Cette victoire, c'est la vôtre. Merci à vous, élèves, pour vos efforts. Merci à vos parents pour vos sacrifices. Merci à vous, peuple congolais, pour votre mobilisation. Et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé l'humain au cœur de son action. L'avenir du Congo s'écrit à l'encre de l'éducation, avec beaucoup de courage, plus que jamais. Osons l'excellence. Soyons plus forts. Du journal. À la une de l'actualité, Kinshasa déroule le tapis rouge pour le président israélien. Ce mardi, il a été accueilli par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Une visite historique qui vient renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Le président israélien inscrit ce déplacement dans le cadre du renforcement de la position de son pays sur la scène internationale. Ouverture de la 9e réunion des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une rencontre placée sous le signe de la coopération régionale avec un accent sur la nécessité de sécuriser l'exploitation artisanale des ressources minières. Enfin, le quartier Ngomba Kikusa est aujourd'hui menacé de disparition. Ces têtes d'érosion se sont formées, détruisant déjà 8 avenues entières. Face à cette situation alarmante, une équipe d'experts a été dépêchée sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts. Et dans ce journal, je reçois Roger Kalenga, porte-parole adjoint du président de la République, à qui je dis bonsoir, pour la lecture justement des ordonnances présidentielles. Merci. Voilà, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog est arrivé ce mardi à Kinshasa pour une visite de travail de quelques heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi à l'aéroport présidentiel de Njili. Une visite historique qui vient renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays. Juste après, les deux chefs d'État ont tenu un point de presse au cours duquel Félix Tshisekedi a déclaré que l'État d'Israël revient par la grande porte en RDC, tout en saluant le raffermissement des relations entre Kinshasa et Israël. Regardez. Le pavillon présidentiel était bien pavoisé du drapeau national de l'RDC et celui de l'État d'Israël pour marquer l'instant solennel et historique entre les deux États. En signe d'honneur, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son hôte de marque. Les cérémoniales d'accueil étaient ponctuées par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays avant que le cortège ne prenne la direction de la cité de l'Union africaine. Deux temps forts ont marqué cette rencontre historique. Dans un premier temps, le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog ont eu un entretien en tête-à-tête de plus d'une demi-heure avant d'élargir la rencontre avec leurs collaborateurs respectifs. 40 ans après la visite de son prédécesseur et père, le président Isaac Herzog vient relancer la coopération. Il ressort des discussions le maintien de l'amitié entre Kinshasa et Tel Aviv, vieille de nombreuses années comme l'a signifié le président israélien lors du point de presse conjoint avec son homologue congolais. De son père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Le président Herzog a en outre invité le monde entier à porter aussi son attention sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, pas seulement au Moyen-Orient, a-t-il indiqué.
Pour sa part, le président Tshisekedi, satisfait des échanges avec son homologue, a annoncé une visite dans les prochaines semaines en Israël de la ministre des Affaires étrangères congolaise pour des engagements gouvernement à gouvernement. Je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très bien. Dans les semaines qui viendront, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Un rapprochement clairement affiché, surtout que cette visite de travail intervient 24 heures après la réception par Kinshasa d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC. Sous le soleil généraux du Proche-Orient, Israël s'étend sur un peu plus de 22 000 km², petite par sa taille, grand par son histoire. Entre modernité et mémoire, l'État hébreu brille à ce jour comme un pays où l'indicateur du développement humain est le plus élevé de la région. Voilà cette carte postale de Jacques Kawawa. La République, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu hier lundi les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en RDC. Il s'agit de la République fédérale de Somalie, de l'État d'Israël, de l'Indonésie et le diplomate vietnamien Ghislain Kabalondi. Le rituel est républicain, la cérémonie solennelle. Des ambassadeurs non résidents, 4 au total, ont présenté ce lundi 10 novembre 2025 leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des profils variés et des expériences internationales diverses, ils sont aussi porteurs des parcours exceptionnels. Ilyas Ali Hassan, nouvel ambassadeur de la République fédérale de Somalie, a remis au chef de l'État le document officiel d'accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident à Kinshasa. Titulaire d'un master en droit de l'homme, d'une licence en administration des affaires ainsi que des diplômes en commerce international, en coopération internationale et en aide humanitaire, le diplomate somalien est aussi ambassadeur en Tanzanie et auprès de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Il est un ancien ministre d'État de l'Intérieur, des Affaires fédérales et de la Réconciliation, ainsi qu'un ancien sénateur du Parlement somalien. Porter haut les relations diplomatiques et historiques entre la RDC et l'État d'Israël. Une des missions essentielles de Léo Vinovetsky, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël. Le diplomate israélien assume déjà en Afrique, précisément à Luanda en Angola, les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il est aussi directeur du département des affaires économiques pour l'Afrique, l'Amérique latine, le Caraïbe. Polyglotte, il s'exprime en espagnol, hébreu, anglais, portugais et français. En ce qui concerne Tias Baskoro Hadji, est désormais le représentant légal de la République d'Indonésie en RDC. Il est détenteur d'une licence en relations internationales à Fletcher School of Law and Diplomacy, université aux États-Unis. Marié et père d'un enfant, il devient en 2021 directeur de la coopération intra- et interrégionale Asie-Afrique au ministère des Affaires étrangères. Enfin, Diong Shin Chok est un diplomate de nationalité vietnamienne, né le 4 avril 1975. Il est accrédité simultanément auprès de la République du Congo, de la République de Guinée équatoriale, des Sao Tomé et Principe et de la République du Cap-Vert. Il est titulaire d'une licence en littérature vietnamienne. Roger Kalinga, je vous passe la main pour la lecture des ordonnances présidentielles. Merci madame. Ordonnance numéro 25/283 du 8 novembre 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation des groupes armés et autres forces négatives du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69,
79, alinéa 3 et 145. Vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement son article 2, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de Premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, considérant que la guerre d'agression de plus de 30 ans contre la République démocratique du Congo a donné lieu à l'occupation récente de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis 2021, provoquant des déplacements massifs de la population et paralysant les services publics de l'État et l'administration de la justice dans les zones sous occupation. Considérant que les forces d'occupation ont annoncé des mesures visant à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones sous occupation, considérant qu'un tel système est manifestement illégal, considérant la nécessité de préserver les populations des décisions, arrêts et jugements arbitraires et inconstitutionnels en attendant les retours de cours et tribunaux et leurs offices compétents, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les territoires sous occupation des groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont nuls et de nul effet tous les actes et décisions revêtant un caractère juridique et ou judiciaire pris par les forces d'occupation ou leurs représentants tendant à distraire et à soustraire la population des juges et des magistrats que la Constitution et les lois lui assignent. Il s'agit notamment de tous les actes juridiques et décisions administratives engageant l'État, ses démembrements et institutions vis-à-vis des tiers, tous les actes de recrutement, de désignation et de nomination des magistrats et autres personnels judiciaires, tous les actes tendant à mettre en place des commissions ou des structures appelées à exercer les fonctions dévolues aux institutions judiciaires, tous les actes tendant à dépouiller les autorités judiciaires de leurs compétences et attributions. Article 3. La présente ordonnance cesse de produire ses effets dès le rétablissement de l'autorité de l'État au moment de la déclaration par les autorités nationales légitimes et légales de la libération des zones sous occupation. Article 4. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets depuis l'occupation de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Fait à Kinshasa le 8 novembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre,
Pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 novembre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 25/284 du 8 novembre 2025 portant convocation de la 13e session des conférences des gouverneurs des provinces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 8 février 2006, spécialement ses articles 2, 69, 79, 200 et 221, vu la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, spécialement ses articles 2, 3, 4, 10 et 13, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement ses articles 2, 3 et 28, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 novembre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est convoqué à Kikwit, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, du 9 au 13 décembre 2025, la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant: transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 8 novembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 novembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. C'est tout. Voilà, merci Roger Kalenga pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Merci. Voilà, nous poursuivons ce journal. La Chambre basse du Parlement, la plénière de hier lundi a déclaré recevable le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi de finances 2024. C'est le premier président de cette Cour qui a présenté ce rapport. Blaise Bokokia nous fait le point. Occasion bien indiquée pour le premier président de la Cour des comptes de procéder à la présentation de l'économie du rapport sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances 2024 devant la représentation nationale. Ce rapport porte sur la rectification de la loi des finances, l'exécution des politiques publiques prioritaires, l'expérimentation des budgets programmes, la situation des indicateurs des performances budgétaires, la fiabilité des données contenues dans le projet de loi portant reddition de compte 2024. La détermination du vrai solde global du budget du pouvoir central tel qu'est réexécuté par la Cour des comptes. Un exercice pas facile pour la Cour des comptes quand on sait que rares sont les fois que cette typologie de rapports soit faite publiquement en plénière. Initialement arrêté en équilibre entre les prévisions des recettes et des dépenses, le budget du pouvoir central de l'exercice 2024 a été revu à la hausse par la loi des finances rectificatives, représentant ainsi
plus de 8%. Jimmy Munganga-Ngwaka a précisé que les observations formulées par la Cour des comptes sur la loi des finances 2024 visent à garantir une utilisation rationnelle des fonds publics. Son intervention a suscité plusieurs réactions des députés nationaux désireux d'obtenir des éclaircissements sur l'utilisation des fonds publics dans les différentes structures de l'État. Face à cette préoccupation, face à ces préoccupations, l'honorable président ad intérim de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombaye, a jugé bon de les renvoyer à l'ECOFIN pour un examen approfondi. Il convient de signaler que plusieurs motions d'information ont été soulevées au cours de cette plénière, l'une des plus courtes depuis le début de cette législature. Arrivée en Angola, la première ministre a représenté le président de la République aux cérémonies des 50 ans de l'indépendance. Bien avant, Judith Suminwa a pris part à la rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo. Une occasion pour elle de plaider pour une collaboration entre le secteur privé et public pour un avenir économique qui répond aux attentes de la population. Emmanuela Commissaire Pompomba. À Luanda, la chef du gouvernement a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux cérémonies commémorant le cinquantenaire de l'indépendance de l'Angola. Une présence hautement symbolique alors que la RDC et l'Angola renforcent leur partenariat stratégique pour la paix et le développement dans la région. Bien avant son déplacement en Angola, la chef du gouvernement avait pris part à la rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Face aux acteurs du secteur privé, elle a défendu la vision du président de la République, celle d'un Congo productif, compétitif et attractif pour les investisseurs. Sous le leadership éclairé de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire a fait de l'amélioration du climat des affaires un axe central de sa stratégie de transformation structurelle de l'économie congolaise, et ce, dans un contexte de paix durable. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le chef de l'État et le gouvernement restons impliqués dans les processus de paix actuels. De son côté, Robert Malumba Kalimba, président national de la FEC, a salué la présence de la première ministre et souligné l'importance de cet événement conçu comme un cadre de réflexion stratégique sur les défis et les opportunités du pays. La Fédération des entreprises du Congo salue l'implication personnelle et le leadership constant de son Excellence Madame la Première ministre, dont l'engagement a permis la mise en place effective du cadre de concertation voulu par le président de la République. La mise en œuvre rapide des activités de ces cadres permettrait de stabiliser l'environnement des affaires et d'envoyer un signal fort sur la détermination du gouvernement à améliorer de manière tangible et mesurable le climat entrepreneurial national. Cette rentrée économique marque une étape importante dans le dialogue entre le gouvernement et les secteurs privés, avec une vision commune, faire de la transformation locale et de la stabilité économique les moteurs d'une prospérité partagée. Et puis la première édition du forum sur la transformation numérique s'est tenue ici à Kinshasa, placée sous le thème transformation numérique pour un avenir moderne et sécurisé, ouvert par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ce forum a réuni plusieurs experts. Objectif, encourager les initiatives en faveur d'une société connectée et sécurisée. Chimène Dondo. C'est une première d'une série de grands rendez-vous pour parler de la transformation numérique. Cette édition portait sous les thèmes « Transformation numérique pour un avenir moderne et sécurisé ». Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'engage avec lucidité et détermination sur la voie d'une transformation profonde, où le numérique devient le moteur de l'efficacité institutionnelle et de la protection du citoyen. Ouvert par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele Bérande a articulé son speech
sur la gouvernance et le cybersécurité à l'heure du numérique. Nous le savons tous, notre pays est confronté aujourd'hui à une agression militaire de la part de Rwanda. L'agression a aussi pris des formes particulières à travers les données qui circulent et qui sont véhiculées par l'ennemi. Des contenus qui découragent la population. Des contenus qui envoient des messages totalement erronés dans un but de distraction ou dans un but de confusion. Nous, en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens congolais, nous sommes tenus à ces trois enjeux. L'enjeu de la donnée, l'enjeu de son contenu et de son partage, et puis l'enjeu de sa protection. Chaque citoyen a ses devoirs de savoir que la donnée est devenue comme un bien, même comme une marchandise. Lorsque vous sécurisez vos données, eh bien, vous avez la capacité de vous protéger. Et il y a des données qui sont des données de souveraineté. Par exemple, des données en rapport avec l'armée, la police, les services de renseignement, sont des données hautement sécuritaires que n'importe qui ne peut pas manipuler à sa guise. Ce sont des données de base qui permettent à ces pays de pouvoir asseoir sa souveraineté. De panel, le partage d'expériences et d'idées, tout concourt pour une meilleure compréhension du digital à l'horizon. Je l'ai dit au sommaire, en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, prévu le 15 novembre à Kinshasa, la 9e réunion des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est ouverte ce mardi, axée sur la sécurisation, la transparence dans l'exploitation artisanale minière. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a ouvert les 10 travaux. Anastasie Ndombo. Les travaux officiellement ouverts par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemin Chabani, et axé sur la sécurisation, la transparence dans l'exploitation artisanale des produits miniers marchands. Le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, a salué la tenue de ces assises à Kinshasa, symbole du leadership de la République démocratique du Congo dans la coopération régionale et la gouvernance partagée. Cette vision que porte son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et futur président en exercice de la CIRGL, qui aspire à ce que les richesses minières profitent en priorité aux populations locales. L'ambassadeur Joal Samuel Kaolo a exhorté les États membres à renforcer la transparence, la traçabilité et la gouvernance responsable du secteur minier. Le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, a rappelé que les richesses minérales de la région doivent être un levier de paix, de stabilité et de prospérité partagée et non une source de conflit. Œuvrer à l'accélération de la mise en œuvre dans chaque État membre des 6 outils de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, afin que les certifications délivrées tendent à être crédibles et que toute exportation des minerais désignés fasse l'objet dans la mesure du possible d'un contrôle rigoureux et traçable depuis le site d'extraction jusqu'au point d'exportation. Les résolutions de Kinshasa serviront de base aux décisions du sommet de chefs d'État et de la CIRGL prévu le 15 novembre 2025 où sera réaffirmée la volonté commune de pays membres de faire des ressources naturelles. Et puis la RDC marque sa présence à la première édition du Salon d'exposition de la défense et sécurité. À Bamako, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwandiavita, veut s'inspirer des innovations africaines pour impulser une nouvelle dynamique à l'industrie militaire congolaise. Sandra Nyangui et Jirest Ofunje.
Au parc d'exposition de Bamako au Mali, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a pris part au premier salon de l'innovation en matière de défense et sécurité, BAMZEX 25, sur invitation de son homologue malien, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Placé sous le thème « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense », cette rencontre vise à mettre en lumière les solutions technologiques adaptées aux réalités africaines. Maître Guy Kabombo Modianvita entend capitaliser cette participation pour impulser une nouvelle dynamique de l'industrie des défenses congolaises. BAMZEX 25 a exposé des équipements militaires pour les forces terrestres, navales, aériennes, ainsi que les outils de cybersécurité. À son arrivée à Bamako, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a été accueilli par le ministre malien de la Défense et l'ambassadeur de la RDC au Mali, au Sénégal et en Gambie, son Excellence Christophe Muzungu. La réforme sur le régime complémentaire de retraite au cœur d'un échange entre les bons syndicaux du ministère des Finances et celui du budget à la vice-primature de la fonction publique. Ces derniers étaient autour du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moki Maluma. Le dialogue social toujours au cœur des réformes. Ce lundi 10 novembre 2025, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé avec les délégués syndicaux des ministères des Finances et du Budget. Au centre des discussions, la réforme du régime complémentaire de retraite. Nous avons compris comment le mécanisme a été conçu. C'est-à-dire que nous avons les 4% qui seront retenus sur la base et il y aura les 4% qui seront retenus sur les primes. Ce sont ces 4% capitalisé qui va servir à garantir la retraite de ces propres agents-là qui ont contribué préalablement. Nous sommes dans un mécanisme où l'agent constitue sa propre réserve et l'État l'aide à constituer cette réserve-là pour que dans les jours à venir, quand il va à la retraite, l'État va lui restituer cet argent. Face aux représentants syndicaux, le vice-premier ministre a expliqué les fondements de ce nouveau mécanisme. Il s'agit d'un régime d'épargne retraite complémentaire destiné à améliorer le niveau de vie des agents publics après leur carrière. C'est que le VPM a créé, il a fait une projection du futur et cela va permettre à ce que les fonctionnaires puissent garder un certain mode de vie après la carrière publique. C'est une idée vraiment géniale de préparer le lendemain aujourd'hui. Les syndicalistes ont salué cette démarche participative et se sont engagés à relayer les informations auprès de leurs bases respectives pour assurer une meilleure appropriation du processus. Soutenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réforme traduit l'engagement du gouvernement à construire une fonction publique plus humaine, moderne et respectueuse du droit à une retraite digne. En séjour en Chine, Daniel Mukoko Samba a visité des sites industriels chinois, l'université de recherche agricole ainsi que le musée des sciences Rodi Panda pour ce commentaire. Poursuite de la mission en Chine par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Le week-end dernier, des visites étaient concentrées sur plusieurs sites industriels, commerciaux, technologiques et culturels dans la province de Xinjiang, ville de Jinhua et Yiwu, pour les rapprochements entre la Chine et la RDC. À Jinhua, Daniel Mukoko Samba a débuté par le musée de sciences et de la technologie de Jinhua, où l'on trouve le salon du tourisme Chine-Afrique avec ses richesses culturelles africaines, une vitrine pour l'Afrique. Deuxième lieu de visite, l'Institut d'études africaines de l'Université normale de Xinjiang. Cet alma mater sert de pont académique entre la Chine et l'Afrique. Le professeur Liu Honggu, doyen de l'Institut, a exprimé la volonté de son établissement à renforcer la coopération, surtout dans les domaines agricoles. Le vice-premier ministre a parlé de la grande potentiel, surtout dans le domaine de l'agricole. Et en Chine, nous avons des technologies dans le domaine de l'agricole, dans l'infrastructure et des technologies. Et dans notre université, nous avons déjà établi des centres de recherche agricole et des recherches destinées à l'agricole congolaise. Satisfaction totale pour Mukoko Samba,
qui reconnaît la valeur de l'agriculture pour l'avenir de son pays. Dans la ville de You, géant mondial du commerce, l'économiste national congolais a exploré le célèbre marché international étendu sur 400 hectares avec 180 000 boutiques, les derniers lieux visités en compagnie du ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, a été le centre global du commerce numérique spécialisé dans la robotique, technologie de pointe et équipements intelligents. Et de son côté, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa, a eu des échanges avec les responsables de Huawei en Chine, des échanges qui ont porté sur la collaboration en matière de formation des futurs experts congolais en l'intelligence artificielle. Nono Matseko. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan national du numérique 2026-2030 et de la première stratégie nationale en intelligence artificielle que le ministre Kibasa Maliba de l'économie numérique a tenu une séance de travail de haut niveau avec le responsable du géant technologique chinois Huawei à Hanzhong, ville de la province de Xinjiang en Chine. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre la RDC et la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la formation des talents congolais, un axe prioritaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ambitionne de faire de la RDC un hub technologique régional. Une vision stratégique du président de la République que le ministre de l'économie numérique s'emploie à concrétiser. Le numéro 1 du numérique congolais a ainsi sollicité l'accompagnement de Huawei, considéré comme un partenaire stratégique pour la formation de jeunes aux technologies de pointe, fort de sa longue expérience dans la formation de talents ICT à travers le monde. Mon souci, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui peut être fait avec Huawei pour qu'on permette à plusieurs jeunes de la République démocratique du Congo à avoir aussi accès à cette science et aussi le numérique, l'intelligence artificielle. C'est vraiment le souci du gouvernement, et le souci du président de la République de s'assurer que les Congolais ont accès aussi à ce qui vient de là. La visite du ministre Augustin Kibasa Maliba au centre de formation de Huawei marque une étape concrète dans la matérialisation de la vision numérique congolaise. En associant à deux leaders mondiaux de la technologie, la RDC entend non seulement renforcer la compétence de sa jeunesse, mais aussi affirmer sa souveraineté technologique. La RDC sera dotée d'une politique nationale d'investissement et celle du climat des affaires. Les travaux portés par l'ANAPI et financés par la BAD sur la révision du Code des investissements et sur l'élaboration de cette politique nationale ont été lancés par le ministre d'État du Plan, Guilain Nyembo. La République démocratique du Congo amorce une réforme ambitieuse pour attirer les capitaux. Elle pose un jalon décisif vers l'amélioration de son climat des affaires. Pour la première fois, les pays s'engagent dans la révision en profondeur de son code des investissements en vigueur depuis 23 ans et dans l'élaboration d'une politique nationale du climat des affaires ainsi que d'une politique nationale des investissements. C'est sous la houlette du ministre d'État au plan et de l'aide au développement, Guilain Nyembo-Mbouizia et son collègue du développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, que les travaux préparatoires ont été lancés dans le but d'offrir à la RDC un cadre juridique moderne, compétitif et conforme aux standards internationaux. C'est la réaffirmation de l'attachement et de l'impulsion soutenue du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la problématique de l'amélioration du climat des affaires. C'est l'engagement du gouvernement de donner corps à cette haute impulsion. Pour la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Ponguluamba, cette réforme est vitale pour redonner confiance aux investisseurs et accélérer les développements. En tout état de cause, il est apparu plus que nécessaire de procéder à la révision de l'actuel Code des investissements afin de donner au pays un code plus moderne, plus compétitif et plus attractif. Soutenu par la cellule de financement en faveur des États fragiles, ces processus entendent renforcer l'attractivité du pays, encourager les investissements durables et asseoir les bases d'une croissance inclusive. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Lubumbashi qui peuvent se faire opérer gratuitement à l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi de la Caisse nationale de sécurité sociale. 22 médecins venus de différents pays sont sur place pour des consultations et opérations chirurgicales gratuites. Ils sont venus des 4 coins du monde, l'Afrique,
L'Europe, l'Asie, représentée à travers ces bouquins, avec comme objectif faire de la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga la capitale de la médecine neurochirurgicale. Pendant 5 jours, soit du 10 au 14 novembre 2025, ces experts neurochirurgiens du monde participent à la campagne de chirurgie gratuite qu'organise les centres hospitaliers Tshisekedi Tshilombo CHTT sur fonds propres de la Caisse nationale de la sécurité sociale, dirigée par Charles Moudiaï Kazadi. Docteur Ntalaja, président de la Société congolaise de neurochirurgie, explique ici l'essence de la campagne. C'est une journée qu'on appelle la journée neurochirurgicale nationale qui a été couverte ou sponsorisée par la Caisse et sous le haut patronage du chef de l'État, où on a reçu pratiquement 22 pays qui sont venus de l'Afrique et de l'Europe, et même de l'Asie, assister à ces assises. On est en train tous de les opérer par des experts qui sont venus de l'Europe et de l'Afrique du Sud, associés aux experts locaux. Je vous apprends déjà qu'on a opéré une dame qui est restée une dizaine d'années, qui ne voyait plus. Elle avait une tumeur dans le cerveau et il a recouvré sa vue aujourd'hui. On a eu aussi des cas d'orthopédie, des prothèses, des hanches, des genoux et tout autre des cas d'orthopédie qui étaient difficiles à réaliser, dont les malades étaient abandonnés. Comment se faire enregistrer pour bénéficier de cette intervention chirurgicale gratuite? Le docteur Kaboulo, médecin directeur du CHTT, explique aussi. Les malades viennent, en premier temps, ils s'inscrivent. Après l'inscription, on est en train de les enregistrer et puis on les consulte d'abord. Après la consultation, on demande les examens paracliniques qu'on fait gratuitement. Et dès qu'on trouve que les malades ont une pathologie chirurgicale, on les programme pour l'opération. Et il y a des experts qui sont là selon les domaines. Il y a les urologues, il y a les orthopédistes, il y a les neurochirurgiens et on les opère gratuitement jusqu'à ce qu'ils vont sortir de l'hôpital. Ici est de noter que cette campagne d'intervention chirurgicale gratuite du CHTT SNCS est la 3e que comptent ces centres hospitaliers ultramodernes qui a été inaugurée par le chef de l'État au cours de l'année en cours. Une nouvelle école consacrée à la formation professionnelle dans le domaine du cinéma vient de voir le jour ici à Kinshasa, baptisée Famille Film Agency. Cette institution ambitionne de devenir un véritable levier pour l'art. L'inauguration a été faite par le ministre de la Culture, Art et Patrimoine et son collègue de la formation professionnelle, Yolande Voka, pour ce reportage. Kinshasa accueille une nouvelle école dédiée au cinéma et aux arts numériques. Famille Film Agency, une école cinématographique axée sur les créativités numériques et s'est assigné comme objectif former une nouvelle génération de cinéastes, réalisateurs, photographes, producteurs, directeurs artistiques, monteurs et artistes, dans le but de promouvoir et propulser le cinéma congolais ainsi que la culture en République démocratique du Congo. L'inauguration de Fakal Film Academy vient renforcer ces besoins en formation que cette nouvelle entreprise culturelle devra collaborer avec les établissements publics de formation en cinéma. De son côté, Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, s'est engagé à soutenir pleinement cette académie naissante. Les talents, il faut les développer. Et Fakal Academy vous donne l'occasion de l'employabilité. C'est cette activité, comme vous l'avez décrite ici, qui fait que notre jeunesse puisse aller de l'avant. Baptisée Fakal Film Academy, l'école ambitionne de professionnaliser le jeune talent à travers des formations pointues. Ils seront en mesure de faire tout un film même professionnellement. On aura des Américains qui vont venir pour la collaboration l'année prochaine. 3 grandes filières sont proposées, notamment les digital art cinéma, art numérique 3D et animation. Un véritable tremplin pour positionner la RDC sur l'échiquier du cinéma numérique africain. Le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, a conduit ce matin une délégation de la Banque mondiale sur le site d'Inga dans le Congo central. Le but est de préparer les études d'options en vue de lancer le projet Inga 3. Cette initiative vise à renforcer la production électrique justement du pays et exploiter le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo. Yvette Makoutima et Edith Chala pour ce reportage. Cette visite d'inspection s'inscrit dans les cadres des préparatifs des études d'options pour le lancement du projet Inga 3.
Le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Lwamba-Mouba, a conduit une délégation composée du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la région Afrique, les représentants des ambassades du G7, accrédités en RDC, et le directeur général de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga, Bob Mabiala, sur les sites où sera érigée la centrale hydroélectrique Inga 3. 60% des Congolais devront avoir accès à l'électricité d'ici 2030. C'est le programme M300 que la Banque mondiale pilote et finance. Une fois construite, cette centrale hydroélectrique va générer une puissance installée de 2 à 11 gigawatts, équivalent des 4800 mégawatts ou plus. Ces projets représentent un levier majeur pour l'industrialisation du pays et le renforcement de l'intégration énergétique régionale. Le directeur général de la SNEL SA et ses hôtes ont visité également plusieurs sites stratégiques, notamment la centrale hydroélectrique Inga 2, les postes de dispersion d'Inga ainsi que la station de conversion d'Inga. Nous avons conduit la délégation, montrer ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et avoir en perspective ce qui sera fait demain pour le bien-être de la population. La Banque mondiale accompagne le projet Inga 3 qui va à coup sûr répondre aux besoins énergétiques croissants de la RDC tout en favorisant son essor économique et social. Et puis ce cri d'alarme de la population du quartier Ngomba Kikusa, cette tête d'érosion menace d'engloutir cette partie de la capitale qui a déjà détruit 8 avenues entières. Les habitants vivent dans la peur d'une disparition progressive de leur milieu de vie. Face à cette gravité de la situation, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a dépêché une équipe d'experts. Le constat est amer. Dada Chabani. Le quartier urbano-rural Ngomba Kikusa risque de disparaître de la commune d'Engaliema s'il n'y a pas de travaux d'urgence. Cette tête d'érosion ont déjà détruit plus de 8 avenues de ces quartiers. Alerté, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, surnommé le cantonnier de la République, a dépêché une équipe mixte composée d'experts du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et de l'Agence congolaise des grands travaux pour faire l'évaluation technique avant les débuts des travaux de lutte anti-érosif. Le constat fait par les représentants du ministre et les directeurs provinciaux de la CGT est que les avenues Marine, Malouti, Sonabata, Lutondo et Bikela 1, 2 et autres ont disparu. Ces têtes d'érosion ont créé un trou béant de 40 mètres. L'équipe a procédé à l'évaluation sociale d'urgence pour l'identification de la population et de définir les paramètres techniques afin d'épargner les dangers à cette population de Ngomba Kikusa. Très rapidement, nous allons revenir pour faire une collecte de données beaucoup plus détaillée, mais nous allons déjà présenter à l'autorité de tutelle, le ministre des Infrastructures, qui nous a envoyé en urgence ici, une évaluation de manière à ce qu'à son niveau, il puisse prévoir les ressources nécessaires pour ces travaux d'envergure. Les soucis du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, est de stopper en urgence la progression de l'érosion pour épargner les pertes en vies humaines. Pour la population du quartier Ngomba Kikusa, cette action de grande envergure est salutaire. Sous le haut patronage du ministère du Commerce extérieur, le projet sur la mise en œuvre du portail d'information commerciale est officiellement a été officiellement lancé ce mardi, marquant ainsi une étape clé dans la modernisation des outils de facilitation des échanges en RDC. Coup d'envoi ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa de l'atelier du lancement du projet sur la mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et le renforcement de capacité du Comité national de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC ratifié le 11 juillet dernier par la République démocratique du Congo qui bénéficie déjà des avantages liés. Grâce au portail d'information commerciale, les procédures seront désormais
désormais simplifié car il va permettre aux producteurs, exportateurs et importateurs d'avoir les informations fiables en temps réel sur les conditions d'importation, d'exportation et de transit de marchandises, et cela avec la réduction du coût et du délai, a fait entendre Gilles Mouilou, secrétaire général au commerce extérieur représentant le ministre du commerce extérieur Julien Paluku Kaombia. Ça permet à la RD Congo de se battre pour être compétitif. Ça permet au secteur privé de gagner en temps, en délai et accélération du mouvement de marchandises. Les grandes nations de ce monde sont les nations commerçantes. De mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges vise à améliorer les conditions pour les opérateurs économiques engagés dans le commerce international, a déclaré Céline Bacro, experte dans la facilitation des échanges à la SNUCED. Signalons que la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais à travers le ministère du Commerce et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et Trademark Africa sur la mise en œuvre du portail d'information commerciale PIC et l'accord sur la facilitation des échanges a constitué le deuxième temps fort de cet atelier qui va durer pendant 5 jours. Un reportage de Mireille Ndeke. Et puis, c'est communiqué pour boucler complètement ce journal. La première présidente du Conseil d'État de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la communauté nationale que, conformément à l'article 24, alinéa 1er de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'État tiendra en chambre foraine son audience solennelle et public de rentrée judiciaire 2025-2026 ce jeudi 13 novembre 2025 à 9h dans la salle de congrès du Palais du Peuple. À cet effet, les hauts magistrats du Conseil d'État et du parquet général y rattachés, leurs collaborateurs respectifs ainsi que les fonctionnaires et agents administratifs du greffe et du secrétariat du parquet sont tenus de prendre part à cette cérémonie qui sera marquée par 3 moments forts, à savoir l'allocution du bâtonnier national, la mercuriale du procureur général près le Conseil d'État et le discours de la première présidente de cette juridiction. Par ailleurs, les nouveaux magistrats civils et militaires nommés le 28 mars 2025 sont cordialement conviés à la dite cérémonie et les dispositions pratiques relatives à leur accès à la salle de congrès ont été prises. C'est un communiqué signé Brigitte Sensele ou Sensele. Et puis cet autre communiqué, la Régie des OS, la direction régionale de Kinshasa, lance la campagne de recouvrement spécial de ses créances auprès de ses abonnés durant ce mois de novembre 2025 afin de garantir son exploitation. Par ailleurs, elle informe ses abonnés de la reprise de l'opération de déconnexion des branchements des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. Elle demande par conséquent à tous ses abonnés en retard de paiement de bien vouloir payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la fourniture d'eau et rappelle que toute facture du mois est payable en déant 8 jours à la réception. En outre, le paiement des factures en ligne est effectué par son site www.regideso.cd ou par Mobile Money, Airtel Money, Orange Money et M-Pesa en composant le code star 4020 IS. C'est un communiqué signé Remo Matundumpaka, directeur régional de Kinshasa Ouest. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, rédigé par Gauthier Kassi sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Marthe Mangaza était à la coordination, Simon Kankolongo et André Djeka l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Robert Ndeti-Sensé. Demain, retrouvez Sandra Nyangui à 20h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.